de ce contexte sanitaire, on en a parlé au départ, on est revenu dessus. Quel stress les apprentis, les stagiaires ont lorsqu'ils sont au volant, lorsqu'ils apprennent à passer leur permis de conduire. On va y revenir dans Causement Réunionnais. Merci Lalaine d'avoir corrigé ma bévue. En fait, c'est vrai, c'est des codes de la route et je m'en excuse. Bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir. La question, quand on parle de stress, on sait qu'actuellement les gens arrivent un petit peu au bout de de ce qu'ils pouvaient tenir. Et ce stress a encore évolué. En fait, il y a plusieurs phases, et là on est dans la troisième phase, dans la phase d'épuisement. Donc, parce qu'en fait, la première phase, c'est d'abord l'alarme, c'est-à-dire la première phase. Ensuite, la deuxième phase, il y a la résistance. Et là, on est dans l'épuisement. Ça veut dire que là... on a résisté et ça a fatigué, ça... Ouais, ça a créé... ça a demandé déjà de l'énergie. Ça a demandé beaucoup de cognitif, c'est-à-dire au niveau du cerveau, ça a beaucoup travaillé. Donc, intellectuellement et physiquement, on s'épuise. Et quels sont les impacts, quelles sont les conséquences sur le comportement au volant lorsqu'on est au début de l'apprentissage, lorsqu'on arrive vers la fin, lorsqu'on a appris un peu de la bouteille, les conséquences sont les mêmes ? Non, justement, parce qu'au départ, nous, en fait, notre métier sert à équilibrer on appelle ça une balance émotionnelle, c'est-à-dire, justement, trouver le juste milieu entre le trace positif et le négatif. Nous, on essaie d'équilibrer ça, du moins d'amorcer un équilibre, pour justement que quand l'élève va aller tout seul, il pourra, lui, avoir cette gymnastique. Parce qu'on ne réagit pas tous pareil. Dans le stress positif, il y en a qui vont être plus attentifs. Et après, dans le stress négatif, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire on sera plutôt soumis. C'est-à-dire soumis, on va subir la conduite. Nous, en tant que formateur, on essaie d'amorcer cet équilibre pour qu'à la fin, il arrive à le faire lui-même, avec du temps, bien sûr. C'est un paradoxe de dire ça, mais imaginez un jeune au volant, à un moment, la question c'est à quel moment il n'est plus là. Justement, c'est pas facile à quel moment il n'est plus au volant. cerner. Non, mais après, nous, on essaye de se connecter un peu, entre guillemets, à l'élève, et on arrive à... Je sais pas, j'arriverai à l'expliquer, mais on arrive quand même à comprendre le moment de rupture. Quand l'élève décroche, et c'est pour ça qu'on a les doubles pédales, et puis on peut rattraper le volant, parce que justement, l'élève arrive à un moment où il y a une fracture de rupture entre ce qu'on lui demande de faire et ce qu'il fait, parce qu'il y a trop d'émotions. Parce qu'il y a un moment où vous n'êtes plus en phase. Voilà, c'est ça. Vous ne connectez plus. En fait, tout dépend de la difficulté qu'il a à surmonter. Hein. C'est pour ça qu'on... Dans la phase d'alarme, jusqu'à la phase d'alarme et la deuxième phase, ça va. Et quand il arrive en rupture, nous, c'est nous qui intervenons. Soit pour éviter un danger, qui arrive quelquefois, soit on s'arrête ou bien on reprend les commandes pour que l'élève puisse retomber dans la deuxième phase. À reprendre le contrôle. Voilà, reprendre le contrôle de lui-même déjà. Parce que s'il perd le contrôle de lui-même, il ne peut pas contrôler la voiture. Maîtriser déjà soi-même pour pouvoir maîtriser le véhicule. D'accord. Et ce genre de situation se répète ces derniers temps ? Oui, je pense qu'on est tous, comme je répète, on est tous un peu pris par tout ça. Après, ça dure quand même 1 an. Donc, au bout d'1 an, les gens sont lassés, sont agacés parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, en fait. On pensait je pense comme tout le monde, on pensait que ça allait durer... quelques mois, et puis voilà, et là on se rend compte que ça perdure dans le temps et ça ne s'améliore pas vraiment. Donc tout ça fait que, on appelle ça une cognition, quand on a beaucoup des idées, mais qui sont des idées noires, des idées qui sont négatives, et ça se répercute directement sur la conduite. Surtout quand on est apprenti, c'est plus difficile je pense, à gérer l'émotion, à gérer son quotidien, plus les études, les cours de conduite et tout, c'est compliqué. Et c'est un autre paradoxe de se dire que la personne qui est là, qui est normalement a du plaisir, parce que
Oui. Avant le Covid, il y avait ce plaisir d'arriver, de prendre le volant, d'apprendre, de dire je vais conduire. Il y avait ce plaisir. Est-ce qu'il y a encore cette émotion-là quand ils arrivent ou c'est presque mécanique? Non, justement, en fait, cette émotion-là, c'est comme une petite flamme qu'on a allumée au début, mais on essaie de maintenir cette flamme pour que, justement, on garde aussi le côté plaisir de la conduite. Je leur dis toujours, au début, quand on commence à apprendre, c'est un peu contraignant, mais justement, on fait des efforts pour arriver justement à ce plaisir de conduire, ce plaisir de mobilité et d'autonomie surtout. Parce qu'en passant le permis, ils passent aussi, ça change leur vie. Ils n'ont pas besoin des parents pour aller d'un point A à un point B. Ils peuvent aller avec leurs amis, aller plus loin, garder un peu la confiance des parents et faire des études. Il y a beaucoup de choses qui changent avec le permis. Oui, mais là, on a quand même l'impression que ouais. tous ces éléments de la vie sont en train de je veux dire, il n'y a plus les mêmes émotions, il n'y a plus les mêmes envies. On voit que la personne perd un petit peu, enfin, perd peu à peu l'envie, quoi. Même pour nous, je pense que même moi, par exemple, je crois que le week-end dernier, je suis sorti, mais hier, je ne suis pas sorti. On est tombé un petit peu on est un peu comme les moutons, là. Tout le monde ne sort plus trop. On perd un peu de liberté, de convivialité, tout ça, à cause de ce contexte qui nous est imposé. Mais quelque part, des fois, je me dis, il ne faut pas non plus que tu t'enfonces. Je veux dire, on a tous l'impression que on va arracher cette histoire et puis... On accepte la fatalité. Ouais, on accepte cette fatalité, mais je pense qu'il faut quand même réagir de temps en temps, parce que sinon on va perdre un petit peu le goût de la vie, et c'est dommage, que je veux dire, il faut en profiter, aujourd'hui par exemple il fait beau, il faut sortir, il faut, je sais pas, s'exprimer. Après c'est sûr, mais on a par exemple le couvre-feu, ça rajoute par exemple une dose de stress en plus, parce que les gens, on les voit, les gens deviennent agressifs, ils courent, tout le monde veut rentrer parce qu'ils ont peur des 135 €. Ce qui est quand même... Et là, on se rend compte que les gens, il y en a, ils vont commettre des infractions pour arriver avant l'heure, quoi. Et donc là, on revient sur le contexte, le couvre-feu. Oui, le couvre-feu, ça a été mis en place, je veux dire, au point de vue sanitaire. Mais après, ça se voit sur les routes quand ils foncent. Oui, on se rend compte que tout le monde, mais même je pense que depuis le matin, ce qui est bizarre, c'est depuis le matin, les gens sont déjà... ils sont déjà dans le stress. Oui, j'ai l'impression dès qu'ils sortent chez eux, il y a un chrono, quoi. Bon, on a tant d'heures pour faire ça. Parce qu'il ne veut pas perdre de temps, il court partout. Alors, j'étais à un magasin, je ne vais pas citer le nom, je ne fais pas de publicité. On voit les gens, le monsieur disait à sa femme, bon, il va, fais vite et tout. On est tous pressés de rentrer, parce qu'on a tous la crainte de se faire arrêter et de faire verbaliser. Moi, j'ai une dérogation quand je sors, donc c'est pas pour ça que je traîne non plus, mais je veux dire, dérogation permanente parce que je travaille, puis la voiture est floquée, hein. On va pas faire de publicité non plus pour le patron. La voiture est floquée, donc ils veulent, je pense pas qu'ils vont m'arrêter. Sauf si je vais faire un essai de zèle, mais je veux dire, moi, j'ai pas trop de stress en rentrant, mais je vois que les gens, ils sont stressés. Là, dans cette troisième phase, quand on parle de la phase d'épuisement, oui. C'est clair que on maîtrise moins ses nerfs, on contrôle moins ses émotions. Je pense qu'on est pas loin du burn-out. Mais là, le burn-out, il risque d'être collectif. Quand je veux dire, des fois, le burn-out, c'est au moment où vraiment... Le cognitif ne contrôle plus. Voilà. Là, c'est vraiment... Il n'y a plus de pilote... Il n'y a plus de cognition positive du tout. Et la balance, elle est carrément... on commence... Ça coule. Et le crainte, c'est que justement le burn-out soit collectif. C'est-à-dire les gens, ils pètent les plombs tous en même temps. Ça va faire quand même des dégâts, je pense, sur les routes. Et ça fait un petit peu peur quand même si on y pense, quoi. Je veux dire. La question que je vais poser, c'est que dans la voiture, le stagiaire qui est là, oui. Est-ce qu'il s'exprime un peu? Est-ce qu'il parle un petit peu? Si, moi j'ai toujours pris l'habitude de parler un peu avec eux, parce que c'est déjà ça calme un petit peu tout ça. Parce que si on parle pas, déjà ils sont stressés, hein, c'est normal, parce que
c'est quelque chose qu'ils découvrent, hein, on ne sait pas. Donc parler un peu avec eux, oui, moi j'ai fait s'exprimer pour justement faire travailler, pour qu'ils parlent en même temps un petit peu avec moi, mais par contre qu'ils se concentrent aussi sur la route, pour les obliger justement à faire un effort de compréhension et d'attention surtout, de vigilance. Donc une bonne coordination entre les gestes, mais aussi que le cerveau continue à travailler. J'essaie de faire ça, hein, c'est-à-dire de faire travailler le cerveau tout en restant naturel, pas forcément tout le temps académique. On doit faire les choses vraiment comme à l'école, quoi. Je veux dire, nous, c'est essentiellement la pratique. Moi, je les enseigne. Leur travail à eux, c'est de reproduire ce que j'enseigne. Mais entre les deux, il y a une connexion qui fait que le travail d'équipe se passe mieux si on parle un petit peu avec les élèves. D'accord. Aujourd'hui, dans ce contexte-là de stress, de pression, d'émotions un petit peu incontrôlées, le temps d'apprentissage reste le même Justement, on se rend compte que justement, en fait, on a plus... ils prennent plus de temps. Après, c'est peut-être un bien pour un mal, hein, donc peut-être que on sortira des conducteurs plus sûrs, avec une conduite plus adaptée au contexte. Et souvent, on parle un petit peu de ce qui se passe, ce qu'ils en pensent. On fait le rapprochement entre la conduite et tout ça. Et là, en même temps, en ce moment, je suis un peu en formation. Je suis en formation pour justement le côté psychopédagogie. On nous apprend à creuser un petit peu plus le profil de l'élève pour pouvoir s'adapter et arriver plus facilement à le cerner. Ce qui est un paradoxe, parce que par moment dans la voiture, le jeune ou la jeune s'exprime un petit peu, parle un peu plus, parce que ça permet de se rassurer. Et vous, les moniteurs, vous essayez de ne pas aller trop loin, justement, dans cet échange. Et là, on vous demande carrément d'aller plus loin dans l'échange. Ouais, on va dire dans la recherche. En fait, là, on devient... on devient psychologue. Devient un psychologue, ouais, mais adapté à la conduite, je veux dire, parce que psychologue, c'est un peu plus large, je veux dire. Là, on nous donne des outils, des procédés pour justement accéder plus vite à la partie cognitive de l'élève. Donc, c'est bien, c'est intéressant, mais ça demande plus de temps. Il faut le temps de l'installer, le processus s'installe. Mais... Et c'est un paradoxe maintenant, parce que c'est vous qui avez le stress finalement. C'est vous qui allez avoir un peu plus de stress maintenant. Peut-être, mais bon, mais nous après on a l'habitude, donc on va le gérer. Dis-moi, il va pas apparaître. Enfin, tu vois, il va pas être peut-être que nous, peut-être on aura plus on va pas le communiquer à l'élève, du moins, on va le peut-être garder pour nous. Et après, on peut pas. Je pense que l'élève, en fonction des méthodes qu'il a, il va être stressé ou pas. Après, je vais pas aller chez quiconque, j'ai pas la science infuse, mais je pense que il faut trouver justement le juste équilibre entre tout ça. C'est pas évident, mais on doit s'adapter à chaque élève, à des situations différentes, des psychologies différentes, à différentes façons d'amener les choses. Ça fait... ça veut dire que vous n'êtes plus sur vous n'êtes plus seulement sur un apprentissage pratique et mécanique, vous êtes aussi sur... Ouais, mais on était déjà sur la partie cognitive, la partie cognitive et la partie psychopédagogie, mais là on s'est rendu compte que avec la nouvelle génération, on a besoin un petit peu plus... De mieux connaître la psychologie. Voilà, de mieux connaître la psychologie pour... parce qu'après, c'est plus facile pour nous d'ouvrir des portes, en fait. C'est comme si on avait un coffre et puis il y a plusieurs combinaisons. Là, on a déjà des combinaisons qu'on connaît et puis c'est plus facile pour accéder. C'est l'image, en fait. Hein. Non, cette image, si je m'en sers, je veux dire, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est assis au volant, vous avez cette plexiglas qui vous sépare, vous avez le masque, c'est pour la communauté. Non, mais on n'a pas le plexi, le plexi. Pas de plexi. On a le masque, parce que le plexi, ça fait une rupture de communication entre nous et l'élève. C'est comme quand on est en formation, même s'il y a une table devant, ça crée une barrière psychologique. Tout à fait. Nous, on ne veut pas de barrière psychologique, justement. On veut que l'élève comprenne qu'on est là pour lui, qu'on s'intéresse à lui. Et après,
sans vraiment le déranger et rentrer dans son intimité, mais on veut juste utiliser la partie qu'on a besoin pour pouvoir plus facilement l'amener à ce qu'on attend. Quoi. Parce que je reviens là-dessus, c'est la difficulté, c'est avec le masque, c'est vraiment la mise en place d'une communication. Un peu plus maintenant, puisque pour la personne qui est au volant, son masque lui permet aussi de se cacher un petit peu là. Oui, en même temps, ça cache les émotions aussi peut-être. Après, nous, il y a un côté, ouais, peut-être pour lui, il peut cacher des émotions qu'il ne veut pas dévoiler. Mais par contre, nous, on aimerait justement que ça se dévoile plus facilement. Donc, c'est sûr que, paradoxe, on aura toujours. Hein, il y a toujours un côté où nous, on est au milieu et puis on doit trouver la connexion. Parce que le masque, c'est sûr, ça réduit un peu les émotions après au niveau des yeux, mais après au niveau du visage, des fois, il y a des émotions qui peuvent se dégager, c'est un peu un bâton qu'on nous tend pour pouvoir s'agripper, quoi. Tandis que là, avec le masque, c'est sûr, mais des fois, je dis quand il y a des filles, je dis, ben, fais un sourire, peut-être le monsieur qui vient, après il me dit, monsieur, mais on a le masque, ne t'inquiète pas, souris avec les yeux. Là, donc, ça... Le masque, ben, on est obligé de le mettre en cours, mais au niveau communication, c'est sûr, ça réduit un petit peu la bonne connexion. Est-ce qu'on voit la même envie chez les jeunes? Est-ce que il y a des jeunes qui arrivent, qui sont vraiment ouverts, qui parlent tout, vraiment, qui communiquent facilement? Si, après, on a un panel de tout aussi. Il y a quand même qui arrivent à parler, à s'exprimer, et puis à dire un peu ce qu'ils pensent. Après, dans la voiture, on parle pas du tout de rien, mais on essaye de parler un petit peu justement pour atténuer un peu la tension que l'élève peut avoir. Après, si, il y en a qui parlent, après, ça dépend. Il y a des élèves qui sont très timides. On arrive quand même à faire parler un petit peu. C'est très simple, parce que tu as des frères, des sœurs, ça les détend un peu. On essaie d'orienter la conversation, mais tout en gardant quand même une vigilance sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire sur la compétence qu'on doit développer quand même à la fin, parce que je veux dire, c'est quand même un cours, et on a quand même des objectifs à atteindre. Jean-Michel Boyer, il y a les objectifs à atteindre. Normalement, il y a aussi le calendrier qui a été dressé par Emmanuel Macron, le président de la République. Bien sûr. On va commencer à partir du 15 mai à ouvrir un petit peu parce que la vaccination aura gagné du terrain et qu'on commencera à être un peu plus rassuré, je dirais. Bien sûr. Comment va se gérer justement cette sortie du contexte sanitaire? Est-ce que il faudra envoyer tout le monde chez un psy? Ben justement, en fait, j'ai entendu parler, c'est une certaine radio, pour pas citer le nom, que justement, ça va être prise en charge les consultations psychologiques. 4 visites. Oui. L'État essaie actuellement de proposer un projet de 4 visites chez les psychologues, pour un individu, et que le coût de la prise en charge n'excède pas 60 €, je crois. Donc ça veut dire qu'on s'est rendu compte quand même que dommage collatéral est quand même... Ah non, le dommage, il est plus que collatéral. Parce que le dommage est plus que collatéral. Quand on regarde l'état dans lequel nous sommes, et là je parle bien de tous les individus, en général, nous avons de grandes souffrances pour certains, et des souffrances réelles pour d'autres. Oui, je pense, oui. Déjà, en fait, on avait déjà une base de souffrance, c'était personnel, mais en fait, là, il y a plein de choses qui se grèvent dessus. Et je pense qu'on aura peut-être tous besoin de au moins 4 visites chez le psy pour remettre de l'ordre, pour reformater tout ça, parce que sinon, on risque de s'effondrer, je pense. Et voilà, en fonction des individus, on ne va pas réagir pareil. Hein. On va tomber peut-être dans l'agressivité ou peut-être dans la nonchalance. Je ne sais pas. Le psy, la prochaine fois, il va éclairer un peu plus notre lanterne quand il va venir. Mais je pense que tout ça a un impact sur nous. Hein. Tout ce qu'on fait en général, notamment la conduite, parce que moi, je parle plus de la conduite parce que c'est mon domaine. Hein. Mais qu'est-ce que Jean-Michel Boyer peut dire aux jeunes apprentis à la conduite? Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement face à ces
situation où le burn-out est déjà là, entre guillemets. Quand je dis burn-out, c'est vraiment un état psychologique où on a quand même perdu un peu ses repères, on a perdu ses marques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que quand ils arrivent au volant du véhicule, ils aient un minimum d'envie, un minimum d'émotion pour conduire? Mais moi, je leur demande déjà de se projeter à chaque fois. Je leur demande des fois quelle voiture tu voudrais conduire. Déjà, je les projette un petit peu dans un avenir proche pour qu'ils puissent ils se mettent et disent, par exemple, moi, j'aimerais bien conduire cette voiture. Déjà, c'est une source de motivation. Ils sont contents déjà. Et après, je leur demande d'avoir une petite activité, je sais pas, un peu de marche, de la musique ou une détente qui pourrait atténuer tout ça, parce que je pense qu'on en a besoin d'atténuer toutes ces tensions qu'on a, soit au niveau professionnel ou familial ou individuel. On a tous ces petits soucis. Hein. Et surtout de se vider la tête avant d'arriver en cours, ce qui n'est pas facile hein, pour eux, parce qu'ils ont toujours une appréhension, ils ont toujours... Surtout, on voit bien quand l'évaluation, dans le premier cours, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ont cette appréhension de ne pas pouvoir arriver à faire ce qu'on va leur demander. On sent voilà, cette petite tension. Et ben, nous, on essaie d'apaiser avec des mots, avec du renforcement positif. Hein. Voilà, les féliciter dès qu'il y a quelque chose de bien. Lui dire, écoute, par contre, ça, on peut l'améliorer de telle façon. Le rassurer pour qu'il arrive... progressivement à gravir les marches et arriver à l'autonomie totale. En tout cas, on espère que vous allez suivre le conseil de Jean-Michel Boyer, donc moniteur d'auto-école également. En tout cas, pour ceux qui vont qui prennent le volant, c'est d'essayer de trouver la bonne émotion, l'émotion positive, oui, voilà. qui pourra nous donner une conduite modérée. Et c'est pas facile, hein, je pense, hein, mais je pense qu'avec de l'expérience et de la volonté surtout, parce qu'on dit bien, que des routières vivre ensemble, c'est partager la route et tout le monde se côtoie et dans la bonne humeur si possible. Voilà, sur ces mots, en tout cas, on espère que vous allez tous suivre ces précieux conseils parce que dans le cas actuel, vu notre niveau de stress, c'est un minimum. Merci Jean-Michel Boyer pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. À bientôt.